Douceur, émotion, cocooning sont des mots que vous utilisez pour décrire votre mood quand vous écoutez Tant que je serai noir. Si vous êtes à court d'infusion, de chocolat ou de miel pour vous mettre encore plus dans ce mood, faites un tour sur l'e-shop Tant que je serai noir. Vous pourrez soutenir le média et des marques portées par des femmes inspirantes. Je ne veux pas peut-être faire d'enfant parce que voilà, c'est pas quelque chose que je sens dans ma chair. Je sais pertinemment qu'aujourd'hui à 31 ans, j'en veux pas. Mais j'ai peur du réveil plus tard, s'il y en a un. Le sentiment que j'ai toujours eu, c'est que quand j'aurai 20 ans, j'aurai une fille et je l'appellerai Margot. Et par contre, moi, j'avais aucune intention de porter un enfant et qui là maintenant est d'autant plus officiel que j'ai donc subi une hystérectomie. Je peux en parler parce que je suis enceinte d'un deuxième enfant, mais que ça a été très compliqué en fait de réfléchir ce désir. Il y a cette idée qu'une famille idéale, c'est 2 enfants. Je suis Tipora, host du podcast Tant que je serai noire, serai-je mère ? Le podcast qui invite anonymes, autrices, psy et militantes à s'interroger sur le désir ou non-désir d'enfant. Le 14 novembre 2022, l'association Boîte à cuir nous a accueillis à la Galerie du Montparnasse dans le cadre du Festival des Fiertés. Merci à l'association Boîte à cuir et plus précisément à Juliana pour l'invitation et l'organisation. Nous avons fait un enregistrement live sur les parentalités queer et noires en France. Lors de mes recherches, pour préparer l'épisode, je suis tombée essentiellement sur des ressources anglophones. Et là, en fait, je me suis dit qu'il était temps d'amplifier les voix sur le sujet en France. Et pour cela, j'ai reçu à mon micro Audrey et Koueton. Dans cette 5e partie, nous allons parler de la création d'espaces inclusifs pour mieux naviguer dans cette société. Et en parlant de liberté et d'amour, c'est un mot que j'aime bien, vous avez tous les deux décidé de créer des communautés, donc que ce soit toi, Aurore, avec Soror Ensemble, et puis ton blog et ton compte Insta, et toi, Koueton. Et tout à l'heure, tu as parlé de famille choisie. Dans quelle mesure vous estimez que le concept de famille choisie peut être une belle option en fait pour les communautés queer noires en France, ou est-ce que c'est encore une fois un copycat de ce qui se passe aux États-Unis? Je pense que le concept de famille choisie, on le dit famille choisie, mais en fait c'est par la force des choses, on n'a pas trop d'autres choix que de partir vers des personnes qui vivent les mêmes difficultés que nous. C'est plus simple de partir vers quelqu'un qui te comprend que de partir vers quelqu'un qui ne va pas comprendre ce que tu veux lui dire. Donc, le concept c'est clair que c'est la famille choisie, certes, mais ça se fait naturellement, en fait. Donc, avec l'agenda, ce qui est bizarre, c'est que, à l'origine, ça partait plus d'une frustration parce que, il y avait beaucoup d'espace, en tout cas, gay, LGBT, queer et tout, à Paris et tout. Mais moi, personnellement, parfois, j'ai envie de me retrouver dans un espace avec mes potes gays ou mes potes lesbiennes et écouter de l'afrobeat, écouter du hip-hop, écouter du R&B, avoir une ambiance afro. Et ça, il n'y en avait pas. Donc, je me suis dit, 6 mois, ça m'agace de ne pas avoir ça. Il doit y avoir d'autres personnes aussi que ça agace de ne pas avoir ça. Donc, c'est plus parti de là. Et encore une fois, pour revenir à ce que je disais, c'est par la force des choses encore qu'on a créé cette communauté, en fait. Donc, je pense que le concept de famille choisie, en tout cas dans mes expériences, en tout cas, à l'origine, c'est pas forcément, tu te mets pas dans la tête, je vais aller choisir des personnes avec qui je vais construire une famille. Mais le lien se fait tellement naturellement et c'est tellement fort que vous n'avez pas d'autre choix que de vous considérer comme des membres d'une même famille, quoi. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus de l'Agenda Paris? Ça peut peut-être intéresser les gens ici. En gros, l'Agenda Paris, c'est un collectif, on est 4 en tout. On a lancé cela il y a 1 an de cela. Notre objectif, c'est de créer des événements à thématique afro à destination des Noirs LGBT de France ou d'Île-de-France principalement. Mais on commence petit à petit à avoir une comme portée internationale. Il y a tout le temps des personnes qui ne sont pas de France à chaque édition, qui sont des passagers qui viennent aussi. Donc, on a commencé avec un after-work
qu'on faisait, qu'on fait toujours, du coup, tous les premiers jeudis du mois. Et la plupart des gens qui viennent, j'ai pas encore eu de retour négatif de personnes qui soient venues et qui a dit ah non, c'est une soirée où je me suis pas amusé. En tout cas, la plupart des gens qui viennent, il y a des gens qui viennent par groupe d'amis, des personnes qui viennent tout seuls. Mais je suis content, en tout cas, en tant qu'organisateur, quand je viens, que je vois des personnes qui sont pas venues ensemble, mais qui, d'ici la fin de la soirée, vont commencer à discuter ensemble, trouver des atomes crochus. Et ça, franchement, c'est l'une de mes plus grandes fiertés. Et depuis peu, je crois, septembre, vous faites aussi des événements. La dernière fois, c'était sur la parentalité. Exactement. Pourquoi est-ce que vous avez choisi aussi d'avoir des espaces de discussion? En fait, quand on a commencé l'Afterwork, petit à petit, on s'est dit que c'est clair que l'Afterwork, c'est un espace un peu plus festif, disons, mais faudrait aussi des espaces de réflexion et des espaces de discussion et d'échange, parce que déjà, en termes de visibilité, on n'est pas les plus visibles. En termes de voix, c'est pas nos voix qui portent le plus, même si on a beau crier plus fort que les autres. D'une certaine manière, ça sert à rien parce que on bouche les oreilles quand on parle, en fait. Exactement. Donc, l'objectif, c'est pas de révolutionner le monde, mais en tout cas, à notre petite échelle, créer petit à petit des espaces où les personnes de notre communauté, en tout cas, puissent se retrouver en sécurité, pouvoir discuter librement des sujets qui leur concernent. Et ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure, où je parlais de la parentalité, du coup, où je disais que c'est des sujets qui sont évoqués furtivement, mais pas vraiment développés. Donc, on s'est dit aussi, créer ce genre d'espace aussi, ça permettrait de vraiment développer ces différentes thématiques-là, qui nous concernent en tout cas en tant que communauté. Mais on en parlait avec Tsipora, je ne sais plus quand, mais en termes d'offres, on va dire, sociales, ça va tourner toujours sur des thématiques un peu plus légères, en fait. Quand t'es queer, tu vois, tu vas trouver des endroits pour sortir, tu vas trouver des endroits pour faire des rencontres. Voilà, les choses un peu plus légères, qui sont très importantes, hein, je ne suis pas en train de dire le contraire, mais quand on veut rentrer dans les réalités plus, pas sérieuses, mais dans les réalités qui vont plus loin, quand on se projette dans des projets parentaux, ou même quand on est parent, c'est vrai que il y a quasiment rien, en fait. Il n'y a pas d'espace qui existe pour parler de ça. Moi, je pense que dans les personnes que je fréquente, je pense que je suis quasiment une des seules personnes à avoir des enfants. Donc, je vais pas parler toute seule. Donc, c'est assez compliqué quand... voilà. Et puis, je pense que la parentalité, en général, dans ces milieux, on va dire queer, aussi, voilà, quoi. C'est pas un sujet c'est pas un sujet. J'ai l'impression que c'est un sujet, mais tu. C'est-à-dire que tout le monde, beaucoup de personnes ressentent le besoin, mais ne vont pas vraiment l'exprimer. Ouais, mais je pense qu'aussi c'est un sujet qui t'exclut, en fait, parce qu'à partir du moment où tu as un projet parental, ça veut dire que aussi ça t'exclut de certains lieux, en fait, parce que forcément, tu vas devenir parent, donc forcément, tu vas peut-être pas pouvoir être toujours disponible pour certaines occasions, sorties, et puis l'image que revêt aussi la parentalité en général, c'est pas non plus une image très fun, et je pense que les gens n'ont pas envie de s'intéresser à ça, tu vois. Je pense qu'il y a une image aussi très festive. Alors peut-être que c'est ma vision aussi de ça, mais c'est très rare que je pense que je me présente toujours comme étant un parent, tu vois, mais il n'y a pas vraiment plus de questionnement sur comment je vis ma vie de parent et de personne queer, lesbienne, voilà. Et encore une fois, j'ai la chance de pouvoir être dans ces dynamiques-là et d'avoir une vie sociale quand même assez importante. Je sors, je vois des gens, je fais des rencontres, je suis assez active. Et encore une fois, c'est même pas pour démontrer, mais je montre que c'est possible, en fait,
voilà. Et en fait, c'est toujours ces choses qui se jouent, c'est-à-dire à partir du moment où tu rentres dans une niche, eh ben, tu vas vraiment, il y a une exclusion en fait. Et comme la parentalité, c'est quand même quelque chose qui te prend beaucoup de temps, ben forcément, tu vas voir moins des amis, tu vas pouvoir être moins présente à certaines choses. Et voilà. Et donc, c'est ça, c'est ce qui est intéressant quand tu disais tout à l'heure de la famille choisie ou même des communautés. C'est là où, en fait, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on fait, en fait, pour ces personnes qui sont dans des dynamiques parentales, mais qui ne souhaitent pas être exclues de l'espace, en fait. Et qu'est-ce qu'on leur propose, en fait? Et, par exemple, il peut y avoir des gardes, organiser des gardes d'enfants, que ce soit pour l'après-midi, organiser des sorties aussi pour les enfants. Enfin, il y a tellement de choses à faire, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu, difficile, ouais. Ouais, c'est l'impression que j'ai aussi. En tout cas, même quand on faisait le premier talk, on réfléchissait aux différents sujets qu'on allait évoquer et tout. Bon, finalement, on est tombé sur le sujet de la parentalité. Mais honnêtement, pour trouver des parents pour venir être intervenants, c'était vraiment compliqué. On a passé des mois et des mois. On a trouvé une maman lesbienne qui s'appelait Audrey également, oui, mais c'était pas toi. Qui était sympathique, franchement, elle était top. On a trouvé un père gay, mais qui a eu un processus de parentalité quand il était en couple avec une femme avant. Et on voulait à tout prix avoir un parent queer noir qui a eu un parcours de GPA. On voulait avoir au moins une diversité pour que les gens qui viennent voient qu'il y a différentes possibilités. Mais c'était difficile à trouver. On a passé des mois avant de trouver exagéré. Mais finalement, ça s'est fait. Donc, pour te dire que même pour les personnes qui essaient de mettre des choses en place, c'est vraiment compliqué. Mais on n'a pas d'autre choix que de le faire parce que Ouais, et puis je pense que comme on n'est pas visible et que quand tu vis cela, c'est là où l'exceptionnalité, elle arrive parce que tout d'un coup, on découvre, tu deviens une sorte de monstre social parce que tu vis ça. Mais en fait, c'est parce qu'on parle pas, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui vivent cette vie-là, mais d'en faire des exceptions, ça rend le truc genre super big. Mais non, en fait. Mais c'est parce qu'on ne parle pas, les gens s'intéressent pas, les gens cherchent pas. Et voilà. Et c'est vraiment ce truc, comme je vous disais tout à l'heure, de normaliser, en fait. Il faut arrêter avec ce truc exceptionnel, en fait. Et je trouve que c'est une très belle conclusion. Parce que vous avez beaucoup parlé justement d'exclusion. Et ce que vous faites, en fait, c'est de créer des espaces inclusifs, en fait, par rapport à ces questions-là. Et je voulais terminer par une phrase d'Audre Lorde. Il n'y a pas de lutte à problème unique, car nous ne vivons des vies à problème unique. Et je trouve que ce que vous faites, en fait, c'est ça, c'est proposer à des personnes qui ont plusieurs problématiques, qui sont peut-être similaires, d'avoir la possibilité de s'exprimer, d'échanger. Et j'espère que grâce à vous, on va avoir de plus en plus de récits, d'expériences de personnes queer, noires en France, parce que j'ai pas envie, moi, dans 10 ans, d'être là encore à lire des articles en anglais. Ouais, c'est clair. Donc, je sais pas, peut-être que le mot de la fin pour moi, ce serait de savoir quelles seraient vos pistes, en fait, pour justement ouvrir le dialogue, peut-être avoir plus de soirées comme aujourd'hui, en fait, peut-être même avoir des croisements avec d'autres communautés LGBTQIA+. Enfin, voilà, quelles sont vos pistes de réflexion pour l'avenir? Oui, je pense qu'il faut continuer à créer nos propres outils, nos propres espaces. Et pour les personnes qui le peuvent, prendre la parole. Et propager, en fait, sans faire de propagande, en fait, je dis propager, mais sans faire de propagande sur l'exceptionnalité de nos vies, mais d'en parler. Et puis,
pense que le souci, c'est aussi l'intérêt que les personnes qui sont pas concernées par ces dynamiques portent sur nous, en fait. Je pense que c'est aussi là où c'est important, et que font les alliés pendant tout ça. Parce que on peut pas non plus tout faire, on peut pas non plus tout dire, on peut pas non plus tout montrer constamment. Je pense qu'il faut des relais, je pense qu'il faut de l'aide, je pense qu'il faut des communautés aussi, et des vases communicants, j'imagine, donneront plus d'espace, donneront plus d'ouverture. Et voilà, moi c'est vrai que les exemples de femmes lesbiennes noires que j'ai, elles sont principalement américaines et ou anglophones, quoi. Et c'est vrai que ça m'a encouragée dans cette voie, parce que sinon, effectivement, peut-être que j'aurais abandonné si j'avais pas ces exemples-là, tu vois. Mais ouais, je pense qu'il faut, dans la mesure du possible, dans la mesure de son possible, et il faut pas non plus s'oublier aussi dans ce qui est la lutte, parce qu'on a nos vies aussi à vivre, on a nos difficultés aussi personnelles qui peuvent arriver aussi pendant ces parcours-là. Mais continuer dans la mesure de nos possibles, et passer et avoir du relais, avoir des porte-voix. Je suis d'accord. Ce que je pourrais rajouter à ce que tu as déjà dit, qui était assez complet, continuer en tout cas à créer des espaces. Je sais que c'est pas simple, en tout cas, je l'ai vu en tout cas en organisant les talks qu'on a fait pour l'agenda, mais on n'a pas d'autre choix en fait. On est déjà des minorités. On n'est pas les minorités les plus appréciées non plus. Donc, on n'a pas d'autre possibilité que de faire nous-mêmes, en fait, le travail. Et tu parlais également d'intérêt. Ouais. Il faudrait qu'on trouve également des moyens ou des méthodes pour intéresser les personnes plus jeunes ou pas forcément plus jeunes aux vraies thématiques de notre communauté. Oui, parce que aussi il y a aussi cette difficulté de l'âge, que à partir du moment où aussi quand tu es une personne queer et que t'as arrivé à un certain âge, et tu avais le temps de plus. Ouais. Tu vois, pareil, t'as plus voix à plus rien. Donc il y a l'agisme aussi qui nous atteint nous aussi, tu vois. Et mais ouais, je pense qu'il faut aussi visibiliser les personnes queer, gays, lesbiennes, plus âgées que nous, parce qu'elles ont aussi des choses à dire. Alors, j'admets que peut-être au moment où elles étaient dans ces dynamiques-là, ou dans le temps, elles n'avaient pas la possibilité de parler, parce que c'est vrai que ça se fait petit à petit, mais il n'y avait pas autant de possibilités d'être libre de parler de ces dynamiques-là, mais aussi, je pense que ce serait intéressant aussi de porter le micro vers elles aussi, sur leurs expériences, comment elles ont fait et tout. Parce qu'on a l'impression qu'être gay, queer, lesbienne, c'est que quand t'es jeune, en fait, mais c'est toute la vie. Et ce serait intéressant de voir comment, dans la longévité, comment on se construit, en fait, en tant que personne non hétéro, en fait, dans ces sociétés. Il n'y a pas que la jeunesse, en fait. Dans le prochain épisode bonus, vous pourrez découvrir les échanges entre les invités et le public.